Alors, la dernière fois, on s'est arrêté au niveau du calcul du potentiel, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Comment on a défini le potentiel? Comment on a dit c'est quoi le potentiel? Hmm. Oui, donc ça veut dire si je prends par exemple une charge, d'accord? Une charge Q. Si je prends un point M ici, donc qui est situé à une distance petit r par exemple, on a dit que le potentiel au point M, c'est donc Q sur 4 pi epsilon 0, petit r, voilà. Donc on a dit que l'unité du volt, c'est le volt, c'est des joules par coulomb. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que au niveau de la position M, alors si on considère en général que le potentiel à l'infini il est nul, ça veut dire que c'est quand je vais prendre une charge test, d'accord? Je vais la ramener de l'infini et je vais s'approcher jusqu'à ce point M. Donc je vais fournir un effort, d'accord? Ça veut dire un travail, d'accord? Et on a donc fait une relation entre le travail de cette force-là, électrostatique, et ça veut dire l'énergie potentielle. À partir de l'énergie potentielle, on a défini le potentiel, d'accord? Donc on a défini le potentiel pour une charge. Après, on a fait le principe de superposition, d'accord? Et ensuite, on a défini le potentiel pour une distribution. Donc, en général, on prend le potentiel élémentaire au niveau du point M, c'est quoi? Voilà, d de Q sur 4pi epsilon 0. Voilà. R, c'est PM, en fait. Donc, c'est le point P, PM. D'accord? Donc, P, un point qui appartient à la distribution. Et bien sûr, le d de Q, c'est d de Q, c'est en fonction de la distribution. Donc, si j'ai une distribution volumique, c'est ρ d de V, une distribution surfacique, c'est sigma d de S, une distribution linéique, c'est lambda d de L. D'accord? Donc, le potentiel, on a dit, c'est un scalaire. D'accord? Donc, on va faire maintenant des exemples. Alors, si je prends par exemple cet exemple-là. Alors, une charge ponctuelle de 5 microcoulombs se trouve à l'origine, alors qu'une deuxième charge, donc moins de 2 microcoulombs, se trouve à l'abscisse, donc 4 moins 0. D'accord? 4 mètres par exemple. Donc sur l'axe X, donc sur cette figure-là. Donc si on fixe le potentiel à l'infini égal à 0, détermine le potentiel électrostatique créé par ces charges au point M. Donc on vous donne de calculer le potentiel au point M. Alors comment vous allez faire? C'est donc on a une charge ici par exemple et une autre charge ici, c'est ça? Donc la charge Q1 et la charge Q2. Donc la charge ici Q1 et la charge Q2. Et le point M ici il est situé à une distance de 3 mètres. Ici, par exemple, on a une distance de 4 mètres. Oui. Donc, puisqu'ici, on a quel type de distribution? Distribution discontinue, déjà. Avant de parler de... Quand on dit linéique, surfacique, volumique, c'est une distribution continue. D'accord? Ici, ce n'est pas une distribution continue. Une distribution discontinue, ça veut dire que j'ai un ensemble de charges. Donc, je dois calculer le potentiel créé par chaque charge.
Et le potentiel total, c'est la somme des deux potentiels. Donc, on va dire quoi? Que le potentiel, oui, le potentiel au point M, c'est le potentiel V1 créé par la première charge au point M, plus le potentiel V2 créé, voilà, par la deuxième charge. Alors, si j'utilise l'expression, maintenant, l'expression que je vais utiliser, c'est Q1, oui, 4pi epsilon 0, la distance qui sépare la première charge et le point M, c'est 3. Fois 3. D'accord? Plus Q2 sur 4pi epsilon 0, la distance R. On dit que, par exemple, cette distance-là, c'est R. D'accord? Donc, comment je vais calculer R? Voilà, R, c'est la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. C'est la racine carrée de 25, c'est la racine carrée, c'est 5. D'accord? C'est 5 mètres. Donc on va remplacer ici R par 5 mètres. R fois 5. D'accord? Donc ça va être quoi? Égal à 1 sur 4pi epsilon 0 facteur de Q1 sur 3 plus Q2 sur 5. D'accord? Donc au niveau des données, on vous donne quoi? On vous donne Q1 et Q2 et normalement 1 sur 4pi epsilon 0 c'est une constante, d'accord? Qu'on peut donc remplacer, d'accord? Bien sûr, ici, il faut faire attention au niveau des charges. Quand on vous dit 5 microcoulombs, ça veut dire que c'est 5 10 à la puissance moins 6. Le micro. D'accord? Il faut toujours faire des unités à la norme internationale. D'accord? Donc le 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 10 à la puissance 9. D'accord? C'est une constante. Et on remplace par la valeur de chaque charge. D'accord? Et on obtient la valeur du potentiel. C'est clair? Alors, ici, toujours c'est le même exemple, mais on vous donne une autre question. Quelle est la quantité de travail qu'il faut accomplir pour déplacer une troisième charge de 4 microcoulombs de l'infini au point M? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, on a calculé le potentiel à ce point-là, au point M. D'accord? Donc, on a calculé le potentiel au point M. D'accord? On sait la valeur du potentiel V de M. Donc, ici, on a remplacé par les expressions, on a obtenu combien? Donc ici 9, 10 à la puissance 9 fois 5, donc c'est 11,4, 10 à la puissance 3 volts. Donc 11,4 kV. 11,4 kV. D'accord? C'est ça la valeur du potentiel. Alors il faut bien comprendre cette notion du potentiel. Quand on dit un potentiel dans un point, toujours là, on fait référence au référentiel du potentiel. Notre référentiel du potentiel, c'est quoi? C'est non? La référence du potentiel. C'est-à-dire le potentiel, elle est nulle au niveau de, voilà, au niveau de l'infini. D'accord? C'est la référence du potentiel. Alors quand on dit le potentiel dans un point, en général, on prend une référence du potentiel. Donc la référence, c'est à l'infini. D'accord? Ça veut dire que le potentiel à l'infini, c'est nul. D'accord? Maintenant, on vous dit
que le potentiel au niveau du point M, c'est 11,4 kV. D'accord? Maintenant, la question, ça veut dire quoi 11,4 kV dans le point M? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie quoi pour vous 11,4 kV au niveau du point M? Les deux charges forment un champ de potentiel sur le point M. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de potentiel créée par les deux charges au niveau du point M qu'on a calculé. D'accord? Bien sûr, elle crée un champ dans l'espace. À partir du champ, bien sûr, il y a la notion du potentiel au niveau du point M. Alors, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a un potentiel de 11,4 kV au niveau du point M. Comment? Non, pas une charge, c'est un potentiel. Non, c'est un potentiel. Oui, quand on dit tension, c'est une différence de potentiel. D'accord? Ça, c'est après. Donc, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous prenez une charge test de 1 coulomb, d'accord? Pour la ramener de l'infini au point M, vous devez fournir quoi? Voilà, un travail de 11,4 10 à puissance 3 kJ. Donc, quand on dit travail, c'est en joules. On a dit, par exemple, une charge test de 1 coulomb. D'accord? Ça veut dire que je dois fournir un travail, d'accord, de 1 coulomb fois 11,4 kV. D'accord? Et le potentiel, c'est une énergie potentielle par unité de charge. D'accord? Ça veut dire si, madame, je suis à l'infini, je porte une charge. D'accord? À l'infini, il n'y a pas de potentiel infini. D'accord? Je ne fournis pas d'effort pour prendre la charge. D'accord? Mais en s'approchant vers les charges, qu'est-ce qui se passe? Je m'approche le champ, et à chaque fois que je m'approche des deux charges, le champ devient important. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel. D'accord? Si par exemple j'ai une charge positive ici, j'ai une charge positive, je vais sentir que j'ai une répulsion. Je dois pousser. Si donc une charge de signes différents, je vais sentir qu'il m'attire. Je dois, d'accord? C'est de l'autre sens. Ça veut dire que le travail observé va être négatif. D'accord? Donc le travail que je dois fournir pour ramener la charge, la référence du potentiel vers ce point-là. D'accord? Donc c'est-à-dire que je fournis un travail. C'est comme le cas de, par exemple, si je prends ce cartable-là, il est situé à ce niveau de hauteur. D'accord? Donc, si je veux, je sais qu'il y a un poids. D'accord? La force de pesanteur aussi, c'est une force gravitationnelle qui est conservative. D'accord? Donc, si je prends le cartable de cette position vers cette position-là, je fournis un travail. D'accord? Donc, je fournis un travail. La même chose, il faut le comprendre comme ça pour les charges. Maintenant, on vous dit que on va poser une charge au point M, là où vous avez calculé le potentiel. Je vais poser une charge ici. D'accord? Cette charge-là, pour la ramener de l'infini comme j'ai fait tout à l'heure, et la poser au point M. Je dois fournir combien d'énergie? Combien d'énergie potentielle? C'est qu'une fois 11,4, d'accord? Et la tension ici, le potentiel ici, c'est une énergie par unité de charge. Donc l'énergie potentielle, ça va être la quantité de charge fois. D'accord? C'est-à-dire, alors si je veux ramener donc vers ce point-là, vers le point M ici, je veux ramener cette charge-là à cette position-là, je dois fournir la quantité de charge Q3 de la charge fois le potentiel. Et ça va dépendre aussi de la quantité de charge de Q3. D'accord? C'est pas que, par exemple, si je prends une charge de 1 coulomb, c'est pas comme une charge de je sais pas combien de coulombs. D'accord?
Donc ça veut dire que ça dépend de la quantité de charge. Donc si je veux calculer le travail, je vais multiplier la charge fois le potentiel à ce point. D'accord? Donc c'est ce que ça veut dire la notion de potentiel dans l'espace. Quand je dis une charge crée un potentiel dans l'espace, c'est ce que ça veut dire. D'accord? C'est clair pour le premier exemple? Alors, on va prendre maintenant le cas d'une distribution. Distribution, cette fois-ci, qui est linéaire. Un fil de longueur L placé sur l'axe des X et pourtant une charge qui est uniformément distribuée. Détermine le potentiel électrique en un point M situé le long de l'axe des Y à une distance D de l'origine. Donc maintenant, on vous donne cette fois-ci une distribution qui est continue, c'est une distribution linéaire, et on vous demande de trouver le potentiel au niveau du point M. Le point M c'est fixe. Toujours la même chose aussi pour le potentiel, on fixe le point M. Alors c'est quoi le potentiel? Comment on va calculer le potentiel au point M? Oui, donc on va essayer de calculer le potentiel élémentaire. Oui. Premièrement, le potentiel élémentaire, c'est quoi? D de V. Donc D de V au point M, c'est quoi? D de Q sur 4 pi epsilon 0 PM. D'accord? Donc PM, c'est la distance qui sépare donc le point P et le point M. C'est quoi le point P? Donc j'ai la distribution, c'est une distribution linéaire. D'accord? C'est une distribution linéaire, ça veut dire que je parle de densité de charge lambda. D'accord? Donc le point M il est situé à une distance D. Donc comment on fait en général? Si j'ai une distribution continue, qu'est-ce que je fais? Je prends voilà un élément élémentaire de la distribution, une charge élémentaire. D'accord? C'est-à-dire, je dois comprendre, c'est quel type de charge ici? Quel type de distribution de charge? Linéaire. Donc l'élément, premièrement, donc l'élément de charge D de Q, c'est lambda D de L. Ça veut dire que je dois prendre un élément D de L, ici. D'accord? Donc un élément D de L. C'est ça l'élément D de L. D'accord? L'élément D de L, toujours, l'élément, elle est associé au point P. Ça veut dire que je prends ici D de L, toujours, je prends le point P ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est quoi le potentiel créé par cet élément? D'accord? Au niveau du point M. Un élément de charge, c'est comme une charge ponctuelle. D'accord? Qui va créer un champ, bien sûr, et qui va avoir un potentiel au niveau du point M. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplacer ici le D de V, c'est quoi? Donc, ici, on vous donne D. Alors, cette distance-là, c'est quoi? De là à là. C'est X. D'accord? X du point P. D'accord? Il faut faire attention au niveau de X. D'accord? Si on vous donne M, par exemple, les coordonnées cartésiennes, vous avez M, X, Y, Z, il ne faut pas mélanger le X du point M par rapport au X du point P. D'accord? Pour ça, j'ajoute l'indice XP. Si on suppose par exemple que l'axe de la distribution ici, c'est l'axe X par exemple. D'accord? Donc le point P, il varie au niveau de la distribution. Quand il varie au niveau de la distribution, alors il change le X, n'est-ce pas? Donc le D, il est fixe. Nous, on a le D qui est
qui est constant. Donc, ça va être quoi? Lambda d de L, ça va être d de xp, d'accord? Sur, oui, 4, oui, oui. 4pi epsilon 0. Alors ici, le PM, on a dit qu'on va le remplacer par PM, à quoi est égal? Voilà, donc ici c'est... Comment? Donc c'est combien? La racine de t au carré plus xp au carré. D'accord? Plus xp au carré. D'accord? Donc là on a dit de xp sur 4pi epsilon 0, la racine de d au carré plus xp au carré. D'accord? Donc ça c'est le potentiel élémentaire. Si je veux le potentiel total, on va intégrer. L'intégrale de d de Pn. On va intégrer sur quoi? Sur le point P appartient à la distribution. C'est quoi la distribution? Il y a la distribution de charge. T, c'est la distribution de charge. C'est la distribution de charge. D'accord? Toujours, il faut bien comprendre ça. Quand on intègre, que ce soit au niveau du potentiel, au niveau du champ, on intègre par rapport au point P dans la distribution. D'accord? Donc le point P appartient à la distribution. Voilà, donc ici, on va remplacer. Alors, tout ce qui est constant ici va sortir de l'intégrale lambda sur 4pi epsilon 0. L'intégrale, maintenant on va intégrer sur d de xp. Donc 1 sur la racine de t au carré plus xp au carré, d de xp. On va intégrer le xp. Ça va varier entre quoi et quoi? Voilà, entre 0 et L. Vous allez raisonner comme ça. Pour que le point P balaye toute la distribution, il faut que son abscisse x de P varie de 0 jusqu'à L. Donc il va varier de 0 jusqu'à L. D'accord? Voilà, bien sûr, vous connaissez par la suite calculer donc l'intégrale, vous allez calculer la primitive et faire sortir le potentiel. D'accord? Voilà, donc finalement vous allez trouver ça. Donc quand vous allez... Des fois on vous donne l'intégrale, donc on va vous donner par exemple que l'intégrale de d de x sur x carré plus t carré, c'est ln de x plus racine de x carré plus t carré par exemple. Si on vous donne ça, vous allez l'utiliser directement. D'accord? Alors si on vous demande de faire en fonction de q, le potentiel en fonction de q, il faut remplacer lambda par q. Comment? Il faut trouver l'expression de q en fonction de lambda. C'est quoi q, c'est quoi lambda? C'est quoi la différence entre q et lambda? Q est égal, donc Q, il faut comprendre déjà, c'est quoi Q? Q, c'est la quantité de charge qui existe sur toute la distribution. Donc c'est l'intégrale de d de Q, donc c'est l'intégrale de lambda et de xp, donc c'est le point P varie de 0 à n. Alors toute la charge contenue dans la distribution. D'accord? C'est combien? C'est lambda. Donc ça va nous donner que lambda est égal à Q sur L. Voilà, donc vous allez remplacer ici lambda par Q sur L. Et l'intégrale, déjà, on vous donne que cette intégrale est égale à ln de
C'est-à-dire, on vous donne l'expression de l'intégrale, et vous remplacez, vous calculez. D'accord? Mais ce qu'il faut bien savoir, il faut bien savoir la méthodologie qu'on doit suivre, que ce soit au niveau du potentiel, que ce soit au niveau du champ. D'accord? Est-ce que c'est clair pour le calcul de potentiel? Il n'y a pas d'autres questions? Alors ça, c'est la méthode directe. Bon, il y a d'autres exemples. On va les voir dans la série. Alors, il y a d'autres exemples. Il y a l'exemple, par exemple, d'un anneau. D'accord? Il y a l'exemple aussi du disque. D'accord? On peut le déduire à partir du résultat de l'anneau. On va décortiquer le disque sur des anneaux. Ou bien on va prendre un élément T2S. Donc ça, on va le faire dans les séries de TD. Alors maintenant, ensuite, on va essayer. Donc, c'est un petit peu comme le champ. Le champ, nous avons vu comment calculer le champ. On a utilisé la méthode directe qui vient de la loi de Coulomb. On a utilisé le théorème de Gauss. Pareil aussi par potentiel. On peut faire la méthode directe, ce qu'on vient de faire ici. On fait le D de V, le potentiel élémentaire est égal à D de V sur 4 pi epsilon 0 PM. Il y a une autre méthode, c'est qu'on va passer à travers du champ. Ça veut dire, à partir du champ, on va déduire le potentiel. D'accord? Vous vous rappelez très bien de l'expression entre le potentiel et la circulation du champ. Vous vous rappelez de ça? Non? Oui? Comment on a défini le potentiel? Ouais? Le champ scalaire D de L. Donc, si vous vous rappelez très bien, quand on a défini l'énergie potentielle, on a dit que la force électrostatique, elle est conservative. Donc, quand on a calculé le travail élémentaire, on a trouvé que ce travail est égal à moins une énergie potentielle, puisque la force elle est conservative. D'accord? Maintenant, on a défini le potentiel comme étant l'énergie potentielle divisée par la charge. D'accord? Et quand je divise la force par la charge, qu'est-ce que j'obtiens? La force, je la divise par la charge, par rapport à la charge. Le champ, très bien. Si je multiplie ici fois Q, je multiplie ici fois Q, j'obtiens Q fois D de V, ça va être, c'est la variation de l'énergie potentielle, et Q fois E, c'est la force. D'accord? C'est à partir de là qu'on a déduit cette relation, on a dit que VA moins VB, ou bien VB moins VA, est égal à moins l'intégrale de A à B de ED de L. D'accord? Voilà, donc ici, on va essayer de prendre D de V comme étant une fonction. Donc ça va être égal à quoi? Ça, c'est dans les rappels mathématiques. Hein? Ah. Peut-être moins. C'est le champ. Le champ créé par la distribution. Le champ électrostatique. D de L, c'est quand je fais une circulation sur un chemin élémentaire. D de L. D'accord?
Alors, je répète, ici, on rappelle que si je vous dis que je prends un point A et un point B. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la différence de potentiel entre A et B, elle dépend seulement des positions du point A et du point B. Elle ne dépend pas du chemin suivi. Ça veut dire, si je calcule la circulation en partant comme ça, vers B, ou bien comme ça, vers B, c'est la même chose. Si vous voulez faire comme ça, et revenir vers B, c'est la même chose. Vous allez trouver la même chose. D'accord? Donc on a dit que, puisque la force électrostatique, elle est conservative. Donc la circulation dépend seulement de la position initiale, de la position finale. Alors si je veux calculer cette circulation, alors V au niveau de B moins VA, c'est quoi? VB moins VA. Moins l'intégrale de A à B de E d de L. E d de L, donc d de L c'est un élément élémentaire du chemin. C'est ça d de L. Et qui est orienté par rapport au sens. Est-ce qu'on va partir de A vers B ou bien de B vers A? D'accord? Puisqu'ici on a de A vers B, ça veut dire que le sens de d de L c'est de A vers B. D'accord? Alors, mais ici, qu'est-ce qu'on fait? On calcule un potentiel, une variation de potentiel élémentaire. D'accord? Une variation de potentiel élémentaire au niveau de DDL, au niveau de DDL ici. D'accord? Alors, si je veux exprimer d de V, une fonction f de, car ici le potentiel, c'est une fonction à 3 variables. D'accord? Si vous revenez les rappels, si vous prenez une fonction f de x, y, z, alors si vous voulez écrire d de f, comment est défini d de f? La somme des dérivées partielles, oui. Donc d rang de f sur d rang x, d de x. Voilà. C'est comme ça qu'il est défini le d de f. D'accord? On va faire la même chose pour v. Et v, c'est un potentiel, c'est une valeur scalaire dans l'espace qui dépend de la position du point M. Si je prends les coordonnées cartésiennes, donc x, y, z. D'accord? Donc ça va être égal à quoi? Non, ici on va écrire l'expression générale. On va faire la même chose ici. d rang de v sur d rang x, d de x, plus d rang de v sur d rang y, d de y. Voilà. D'accord? Donc ça c'est d de v. Alors E par exemple, si je prends le champ E, égal à quoi? Alors une composante EX suivant EX, plus une composante EY suivant EY, plus une composante EZ suivant EZ. N'est-ce pas? C'est un vecteur. Donc c'est un vecteur qui a 3 composantes. Ça veut dire que le champ E est là, les 3 composantes EX, EY, EZ. D'accord? Maintenant, si je prends D de L, un déplacement élémentaire, donc c'est une variation de x au niveau de EX, n'est-ce pas? Plus une variation de y au niveau de y, plus une variation de z au niveau de z. Ça veut dire que d de L, c'est un vecteur, d de x, d de y, d de z. D'accord? Alors, on va exprimer maintenant moins E d de L, c'est quoi?
moins égal. Donc moins le produit scalaire de E et D de L. Moins EX D de X. Moins EY D de Y. Moins EZ D de Z. Donc ça dit par ED de L et on a D de V. Donc quand je fais ça égal à ça, donc D de V égale à moins E D de L, ça va nous donner quoi? Ça veut dire que cette variation différentielle, cette différentielle partielle de V par rapport à X, ça va être égal à X, n'est-ce pas? Pareil pour Y, ça va être la même chose. Et pour Z, ça va être la même chose. Moins EZ égale à D de V sur D de Z. C'est clair? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va déduire que EX égale EY égale EZ égale. Alors EX est égal à moins D de V sur D de X. EY est égal à moins D de V sur et EZ est égal à moins D rond de V sur D de Z. D'accord? Maintenant, si on veut exprimer ça, pour rappeler très bien d'un opérateur que nous avons vu rapidement dans les rappels, l'opérateur du gradient. Le gradient. Ça vous dit quoi le gradient? Si je vous dis d'écrire ça autrement. Oui, donc nabla, c'est quoi nabla? C'est un opérateur symbolique. D'accord? Nabla, c'est un opérateur symbolique qui a des rangs sur des rangs X, des rangs sur des rangs Y, des rangs sur des rangs Z. Ça, c'est nabla, donc l'opérateur nabla. Qu'est-ce qu'on remarque ici? EX est égal, EY est égal à moins EZ est égal, donc ça veut dire que le champ E est égal. Donc le champ E, il a les composantes EX, EY, EZ. Ça veut dire que ce champ-là, ce vecteur-là, est égal. Je vais multiplier nabla fois V. D'accord? Oui. Donc moins nabla V. D'accord? On a défini que le nabla d'un opérateur scalaire, c'est ce qu'on appelle le gradient. Donc ça veut dire que on obtient que E est égal à un gradient de V. Gradient vecteur. Donc ça, c'est la relation. Vous n'allez pas à chaque fois démontrer cette relation-là, d'accord? Donc si on vous dit de trouver le potentiel à partir du champ, on a vu le champ à partir du potentiel, vous allez utiliser directement E est également un gradient de V. D'accord? Directement E est également un gradient de V. D'accord? C'est clair pour cette relation-là? Alors, on va voir, on a déjà vu une surface équipotentielle. Quand on dit une surface équipotentielle, ça veut dire que le potentiel, il est constant sur la surface. D'accord? Si, on a vu ça. Alors,
Donc une surface équipotentielle est une surface sur laquelle le potentiel électrostatique est constant. D'accord? C'est n'importe quel point où je trouve le potentiel constant, on l'appelle donc surface équipotentielle. Si vous vous rappelez très bien, on a fait l'exemple d'une charge par exemple, une charge ponctuelle, comme cette charge-là par exemple. Et vous voyez que quand je garde le rayon, j'ai le même potentiel. D'accord? C'est comme le cas d'une. Je suis par exemple la même hauteur. D'accord? J'ai dit la dernière fois que les cartographies, les gens de la géologie, ils font des cartes à même altitude. D'accord? C'est-à-dire ils font des cours, ils disent voilà, c'est la même altitude. Donc dans la même altitude, en fait, pour la gravitation, on ne fait pas le potentiel il est constant. D'accord? La même chose ici. On les appelle les surfaces équipotentielles, c'est là où le potentiel il est constant. D'accord? Alors, et toujours, les lignes de champ, si vous vous rappelez très bien, les lignes de champ, on les a fait dans les rappels. On dit lignes de champ, c'est ce qui nous donne comment est le champ de l'espace. C'est comme on trace une allure du champ dans l'espace. D'accord? Donc les lignes de champ, ils sont toujours perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. D'accord? Ça veut dire quand je pars entre deux points sur la surface potentielle, la surface équipotentielle, j'ai le D de R, elle est perpendiculaire. C'est là où le déplacement que je fais, je le fais perpendiculairement au champ. D'accord? Ça veut dire que le travail, il va être nul. D'accord? C'est pour ça que le travail, il est nul. C'est clair? Le potentiel, c'est quoi? Le potentiel. Oui? Oui, potentiel. Oui, qui peut nous répondre à cette question-là? Je prends une charge comme ça, le Q. Cette charge-là, elle crée un champ dans l'espace. Bien. Ça, c'est les lignes de champ dans l'espace, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit de la surface équipotentielle ici? C'est quoi? Ce sont les sphères de rayons, du même rayon et de centre la charge. Ça veut dire si je prends cette sphère-là, par exemple, ici, l'ensemble des sphères qui sont comme ça, je n'ai pas bien dessiné, mais l'essentiel c'est que je suis à la même distance au niveau de la charge. D'accord? Pourquoi ici, on a dit les lignes de champ sont perpendiculaires? Alors imagine que, alors on va imaginer quoi? Je suis là, je suis positionné ici. D'accord? Je prends une charge test. Alors, on est bien d'accord, si je suis à l'infini, où le potentiel il est nul, pour ramener cette charge à ce point-là où je suis, je dois fournir un travail. D'accord. Maintenant, supposons que je vais partir maintenant dans la direction de la surface équipotentielle. D'accord? Je ne vais pas continuer vers le centre. Si je continue vers le centre, je vais fournir encore du travail. Mais je suppose que la direction que je vais prendre maintenant, ça va être dans ce sens-là. Je vais faire un déplacement élémentaire d de R. Comment il est d de R? Comment je vais calculer le travail? Elle est où le champ? Ici. Il est radial, ça devient comme ça, n'est-ce pas? Le champ, il est radial. Nous, le travail que je vais fournir, c'est quoi? C'est E scalaire D de L, n'est-ce pas? E scalaire D de R. C'est clair? Donc ça veut dire que D de L ici égale à D de R. D de L, le déplacement que je vais faire,
elle est égale à d de R qui est perpendiculaire à E. Ça veut dire que E scalaire d de R, comment elle est? 0. C'est clair maintenant? Donc c'est pour cela que dans cette position-là où je suis, si je peins toujours la même surface verte, je suis à potentiel constant. Il ne fournit pas de travail. D'accord? Mais si je me déplace par exemple ici, une fois que je vais faire un déplacement par exemple dans ce sens-là, je dois fournir un travail. D'accord? Alors on a des propriétés ici, le champ se dirige vers les potentiels décroissants. Alors, on peut montrer ça, mais on va l'utiliser comme propriété. Le champ électrostatique se dirige vers les potentiels décroissants. Alors ça veut dire quoi cette propriété? Hein? Si je vous dis par exemple, alors ce qu'on va faire, on va prendre deux points. Je vais prendre un point ici, A, et un point ici, B. Je vous dis que, comment comparer le potentiel entre B et A? Hein? Mhm. Mhm. Donc, si je vous dis que une propriété que le champ se dirige vers les potentiels décroissants, vous allez dire quoi? De P vers A, voilà. Donc ça veut dire que le champ là, il se dirige de P vers A. Est-ce que le champ il est dans ce sens-là? Pour cette charge-là? Oui, donc il est dans ce sens-là. C'est clair? Donc on va continuer sur l'équation de Poisson. Alors l'équation de Poisson, de Poisson. Équation de Poisson, on admet ça. Laplacienne de V plus ρ sur epsilon 0 est égal à 0. Alors, c'est quoi Laplacienne de V? C'est quoi V? V, potentiel. Laplacienne de V, c'est quoi? Alors, Laplacienne de F, c'est nabla au carré. D'accord? Alors, ρ, c'est quoi? Donc, d de V, ça va être quoi? C'est ça l'expression de Laplacien. Ρ, c'est quoi? Densité, volume de charge. D'accord? Epsilon 0, c'est, on le sait ça très bien. Donc, c'est l'équation de Poisson. Donc, mais en général, on introduit ça et après, c'est au niveau de l'année prochaine, au niveau d'exploration, qu'on va voir ça en détail. D'accord? Mais cette année-là, je ne pense pas qu'on va. C'est vrai qu'il y a des fois qu'on peut trouver l'expression du potentiel en utilisant l'équation de Poisson, mais en général, on va faire cette équation-là. Et au cas où le ρ égale à 0, d'accord? Si on a ρ égale à 0, la place de V égale à 0, c'est l'équation de Laplace. Donc comme ça, on termine ce chapitre-là. On ne va pas faire une énergie électrostatique. En général, on ne le fait pas.